Alors le sublime, quand on évoque ce mot aujourd'hui, on pense simplement à quelque chose qui serait encore plus beau que beau. C'est devenu un superlatif parmi d'autres, alors qu'en fait c'est une notion esthétique qui est née au cœur du XVIIIe siècle, à un moment donné où se multiplient les grandes explorations, la découverte de nouveaux paysages comme la haute montagne, le littoral, mais aussi des phénomènes naturels un peu extraordinaires. C'est aussi la pleine période de la peinture romantique, de la littérature noire aussi et gothique. Et à ce moment-là, un philosophe anglais, Edmund Burke, mais aussi Emmanuel Kant, d'une autre manière, vont utiliser ce mot de sublime pour définir notre relation, notre sentiment de petitesse face à l'immensité de la nature. Et ce sentiment à la fois, en tout cas c'est ce que Burke utilise, de délicieuse horreur, de frisson que l'on va ressentir face au déchaînement des éléments. Et c'est vrai que cette notion, on pourrait se dire, mais aujourd'hui, pourquoi reparler de sublime ? Eh bien, ça nous semblait vraiment intéressant. En tout cas, moi, j'avais envie d'investiguer cette notion à un moment donné où on parle beaucoup de catastrophes, de changements environnementaux majeurs, de tous les enjeux climatiques qui nous attendent. C'est vrai que les images se sont démultipliées ces dernières années, malheureusement, d'ouragans, de tsunamis, de tempêtes. Et chaque fois, un même discours qui apparaît, un discours assez catastrophiste, comme si chacun de ces éléments était l'annonce d'une plus grande catastrophe à venir, et en même temps cette espèce d'ambiguïté de notre regard de spectateur face à ces images, où malgré l'horreur, nous sommes happés par la puissance de la nature. Donc ça me semblait finalement une interrogation encore pertinente, et une façon aussi de proposer finalement un regard sur ces enjeux écologiques, en remontant le curseur de l'histoire de l'art et en montrant comment finalement depuis le XVIIIe siècle des artistes se sont emparés de ces questions et ont vraiment essayé d'explorer cette ambivalence de notre relation à la nature. Alors l'exposition s'ancre sur des figures historiques qui ont évoqué cette fascination pour la nature, pour les éléments déchaînés. Donc on retrouve notamment Victor Hugo qui a fait beaucoup d'encre magnifique, notamment quand il a travaillé autour des travailleurs de la mer. Donc nous avons la chance d'avoir notamment un naufrage dans l'exposition, mais aussi une des très grandes figures du XIXe siècle, Turner, donc une peinture qui nous est prêtée par la Tate. Turner a fait un travail à la limite de l'abstraction, et c'est finalement le titre qui nous donne un petit peu la clé de cette œuvre, puisqu'il a peint une tempête à l'approche, un paysage de mer avec une tempête. Et c'est un tableau assez emblématique parce qu'il y a une confusion totale des éléments sur la surface du tableau. On ne sait plus où s'arrête la mer, où commence le ciel. Et c'est vraiment cette question de la sensation, d'une transmission, d'un vécu, du rapport aux éléments que Turner a voulu transmettre à son regardeur, et c'est particulièrement frappant sur ce tableau. Nous avons la chance aussi d'avoir des extraordinaires dessins de Léonard de Vinci, des déluges. Alors ce qui est intéressant avec Léonard de Vinci, c'est que évidemment s'il est dans une période où l'explication du monde reste encore extrêmement religieuse, en tous les cas, lui s'interroge sur la véracité du déluge et sur le fait qu'il y ait pu y avoir en 40 jours de pluie, la terre recouverte par les eaux. Et il va essayer de répondre à ça d'une manière un peu mécanique, en étudiant finalement à travers des dessins cette mécanique des fluides, de l'eau, et en représentant à travers des volutes extrêmement délicates les maisons renversées par les flots. Donc on voit des toutes petites villes qui se retrouvent anéanties par l'arrivée des eaux. Donc toutes ces figures, à chaque fois, elles sont mises en tension avec des œuvres contemporaines ou du milieu du XXe siècle, parce que c'est vraiment l'enjeu du Centre Pompidou-Metz et de cette exposition, de montrer aussi l'actualité de ce sujet. Et nous avons la chance d'avoir des œuvres du monde entier qui sont réunies dans cette exposition, avec des figures parfois extrêmement importantes de la photographie américaine, notamment des gens comme Mistral, Peter Goyne,
qui, dans les années 60-70, sont retournés dans les grands espaces américains qui avaient été photographiés par les pionniers. Et finalement, ils nous montrent le constat d'une nature irrémédiablement impactée par l'homme. Et ces images sont vraiment à la fois magnifiques et terribles parce que l'on voit l'empreinte de l'homme partout. La pollution, le feu, les traces laissées par l'industrialisation. Et en même temps, ces images sont absolument fascinantes. Et puis plus on progresse dans l'exposition et plus finalement cette question de la transformation de notre regard sur la nature au XXe siècle et la transformation de la notion même que l'on se fait de la catastrophe se déploie et on découvre des grands artistes comme Darren Almond, notamment artiste anglais contemporain, qui s'est rendu en Sibérie et qui a pris en photo des paysages incroyables. On voit des forêts calcinées dans des paysages de neige. Donc ces photos sont magnifiques. Ça fait penser à des tableaux du XVIIIe et du XIXe siècle. Mais là encore, c'est un petit peu comme pour Turner, le titre qui nous donne la clé. On se rend compte en fait que ces paysages ne sont pas des paysages naturels, mais que c'est l'exploitation du nickel qui a créé cette calcination du paysage. Donc là encore, le trouble entre la beauté et finalement la réalité de ce paysage transformé par la main de l'homme. Et puis si on continue le parcours, on a la chance d'avoir un ensemble extraordinaire de maquettes, de projets, d'architectes qui dans les années 60-70 ont inventé des projets à la limite de la science-fiction pour essayer de répondre finalement à une conscience de plus en plus forte que les ressources de la Terre ne sont pas inépuisables, que notre impact est de plus en plus fort sur la Terre et que cet impact commence finalement à avoir des répercussions sur la vie de l'homme et sur sa santé. Et donc ces projets sont tous plus incroyables les uns que les autres. Ça va de la bulle capsule à l'échelle du corps jusqu'à des dômes qui viendraient recouvrir des villes entières, comme les projets de Buckminster Fuller, ou encore des transferts d'écosystèmes, comme cette image incroyable de l'architecte espagnol Juan Navarro Baldeweg, où on retrouve tout à coup une forêt tropicale implantée sur la banquise. Et puis, l'exposition se termine avec des grandes figures historiques d'artistes femmes, comme Gina Pan, Anna Mendieta, la Norvégienne Marianne Eske, moins connue en France, qui, depuis les années 60-70, ont essayé de proposer un autre regard sur le paysage à travers des séries de gestes de protection, de soins, de transformation, de régénération. Il y a notamment aussi l'artiste Agnès Dénes qui, dans les années 80, a attiré notre regard sur un geste essentiel, celui de faire pousser et de s'alimenter. Et elle a fait cette œuvre extraordinaire en plantant un champ de blé devant les tours de Manhattan, donc au pied de l'espace de la spéculation. Tout à coup, elle ramène cette simplicité de ce geste que l'homme fait depuis le néolithique, voilà, planter une graine de blé. Et elle a ensuite distribué ces graines de blé à travers le monde. Donc tous ces gestes finalement qui nous accompagnent au fil de l'exposition sont vraiment un petit peu cette généalogie de notre relation passionnelle et passionnée à la nature. Alors, il y a deux grands temps dans l'exposition. On se promène tout d'abord dans un univers qui replace un petit peu cette question des sites du sublime. Que sont ces sites? Alors c'est évidemment la nature tourmentée par excellence, donc la mer déchaînée, mais aussi les volcans en éruption, les montagnes escarpées. Donc on se promène au début un petit peu dans ce paysage du sublime. Et puis petit à petit on monte en puissance et cette image d'une nature qui nous dépasse, elle va venir s'incarner dans des imaginaires de la catastrophe qui se déploient depuis la science-fiction, des récits historiques, des récits religieux, jusqu'à des explications scientifiques contemporaines. Et puis, après avoir culminé dans cet univers autour de la catastrophe, avec notamment une œuvre, un film fantastique de Lars von Trier, Mélancolia, qui montre la disparition de la Terre percutée par Saturne, et bien après cela, on entame le deuxième grand temps de l'exposition, qui montre un petit peu aussi l'avènement d'une pensée écologique dans l'art et dans la société au cours de la deuxième moitié du XXe siècle.
et la transformation de la notion de catastrophe elle-même qui, après des déchaînements spectaculaires qui existent toujours, va prendre aussi une autre forme, beaucoup plus insidieuse, très contemporaine, qui est une forme d'invisibilité. On peut penser bien sûr à la pollution, au nucléaire, mais aussi à l'ensemble des phénomènes qui vont transformer le paysage de manière presque silencieuse, sans répercussions immédiatement visibles, mais qui sont bel et bien présentes. Et c'est tout cet imaginaire-là qui va se déployer dans la deuxième moitié de l'exposition, qui va s'achever tout de même sur une note un peu plus optimiste, ou en tout cas plus positive, en montrant des gestes d'artistes qui ont essayé, à leur échelle, d'inventer des réponses à cela, en transformant le paysage, en le régénérant, mais aussi en nous proposant très simplement de revenir à une relation beaucoup plus pacifiée à la nature, en n'étant plus dans une exploitation, mais dans un rapport de réciprocité, de respect. Alors, les artistes sont, à mon sens, comme des sortes de vigiles ou des lucioles qui nous apportent leur regard sensible et engagé sur le monde. Donc, dans toute l'exposition, il n'y a pas forcément une position morale ou moralisatrice. Il y a plutôt le souhait d'amener chacun à s'interroger sur son propre rapport à l'environnement, à la lumière de ces exemples proposés par les artistes. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée en préparant cette exposition, c'est de voir à quel point nombreux s'étaient engagés depuis les années 60-70 avec une conscience très affûtée finalement du monde dans lequel ils vivent et agissent, avec des gestes parfois poétiques, souvent à consonance politique et en tout cas très engagés, avec une conscience en même temps sans doute de la limite de l'impact de leur projet. Mais je trouve qu'à chaque fois, ces gestes symboliques nous amènent à réfléchir sur notre propre relation au monde, à la nature. Et je trouve qu'à travers la poésie de ces gestes, ce sont finalement comme autant de propositions poétiques, comme autant de possibilités finalement de réinventer notre propre rapport au monde. Donc je crois beaucoup à cette présence des artistes sur ces questions-là, non pas que ce soit à eux de porter le fardeau finalement de transformation écologique à venir, mais en tout cas, ils peuvent par la simplicité des gestes, par l'engagement de leurs propositions, par les formes qu'ils ont imaginées, et bien tout à coup nous amener à prendre conscience finalement de l'environnement dans lequel nous évoluons. Alors, dans l'une des salles de l'exposition est rassemblé un petit cabinet de la disparition qui montre à la fois des espèces disparues et des paysages qu'on pourrait qualifier de en sursis. Et dans cette salle, on voit notamment une cinquantaine de portraits robots de profil de pingouins que l'on appelle communément des pingouins à lunettes. Alors la particularité de cette espèce, c'est qu'elle a complètement disparu au milieu du 19e siècle sous l'effet de la pression de l'homme. En fait, c'est un pingouin qui était extrêmement chassé. Et connaissant la disparition prochaine de cette espèce, en tout cas la supposant, de nombreux pays ont envoyé des naturalistes récupérer des espèces pour en faire des taxidermies et les donner dans des collections, les présenter dans des collections privées, dans ce qui était alors les prémices des muséums d'histoire naturelle. Et donc ce malheureux pingouin à lunettes, sous cette pression terrible, a fini par disparaître. L'espèce s'est complètement éteinte. Et ces portraits qui en fait sont un peu ambigus, on ne sait pas s'ils ont été pris en photo au 19e siècle ou aujourd'hui. En fait, c'est une série qui a été composée par un artiste allemand qui s'appelle Joran Lempert. Et depuis plusieurs années, l'artiste part en quête de quelques 98 pingouins à lunettes taxidermisés qui sont dans des collections publiques dans le monde entier.
Donc il a réuni finalement aujourd'hui l'ensemble des portraits que vous découvrez dans l'exposition. Et il se trouve que, à l'occasion de la préparation de cette exposition, nous avons découvert que les musées de la Cour d'Or possédaient un de ces pingouins à lunettes qui va venir enrichir prochainement la collection de portraits photographiques de Göran Lempert.